Chapitre 3. Le pôle et le siège hyperboréen. Il importe d'examiner maintenant un attribut particulier de l'âge primordial qui permet de rattacher à celui-ci des représentations historico-géographiques assez précises. Nous avons déjà parlé du symbolisme du pôle, l'île ou la terre ferme, représentant la stabilité spirituelle opposée à la contingence des eaux et servant de résidence à des hommes transcendants, à des héros et à des immortels, de même que la montagne, l'altitude ou la contrée suprême, avec les significations olympiennes qui leur sont associées, s'unir souvent dans les traditions antiques au symbolisme polaire appliqué au centre suprême du monde et donc aussi à l'archétype de toute domination au sens supérieur du terme. Mais en dehors de cet aspect symbolique, des données traditionnelles nombreuses et précises mentionnent le nord comme étant l'emplacement d'une île, d'une terre ou d'une montagne, emplacement dont la signification se confond avec celle du lieu du premier âge. Il s'agit donc d'une connaissance ayant une valeur à la fois spirituelle et réelle, du fait qu'elle s'applique à une situation où le symbole et la réalité s'identifièrent, où l'histoire et la suprahistoire, au lieu d'apparaître comme des éléments séparés, transparurent au contraire l'une à travers l'autre. C'est là le point précis où l'on peut s'insérer dans les événements conditionnés par le temps. Selon la tradition, à une époque de la haute préhistoire, qui correspond à l'âge d'or ou de l'être, l'île ou terre polaire symbolique aurait été une région réelle, située au septentrion, voisine de l'endroit où se trouve aujourd'hui le pôle arctique. Cette région était habitée par des êtres qui possédaient cette spiritualité non humaine, à laquelle correspondent, nous l'avons vu, les notions de gloire, d'or, de lumière et de vie, et qui fut évoquée plus tard par le symbolisme suggéré précisément par leur siège. Ils constituèrent la race qui posséda en propre la tradition ouranienne à l'état pur, et fut la source centrale et la plus directe des formes et des expressions variées que cette tradition revêtit chez d'autres races et d'autres civilisations. Le souvenir de ce siège arctique fait partie des traditions de nombreux peuples, sous la forme soit d'allusions géographiques réelles, soit de symboles de sa fonction et de son sens originel. Allusions et symboles souvent transposés, comme on le verra, sur un plan suprahistorique, ou bien appliqués à d'autres centres susceptibles d'être considérés comme des reproductions de ce centre originel. C'est pour cette dernière raison que l'on constate souvent des interférences de souvenirs, donc de noms, de mythes et de localisation, où l'œil exercé peut facilement discerner toutefois les éléments constitutifs. Il importe de relever tout particulièrement l'interférence du thème arctique avec le thème atlantique, du mystère du Nord avec le mystère de l'Occident. Le centre principal qui succéda au pôle traditionnel originel aurait été en effet atlantique. On sait que, pour une raison d'ordre astrophysique correspondant à l'inclinaison de l'axe terrestre, les climats se déplacent selon les époques. Toutefois, d'après la tradition, cette inclinaison se serait d'ailleurs réalisée à un moment déterminé, et en vertu d'une syntonie entre un fait physique et un fait métaphysique, comme un désordre de la nature reflétant un fait d'ordre spirituel. Quand Li-Tzu parle sous une forme mythique du géant Kung Kung qui brise la colonne du ciel, c'est à cet événement qu'on doit se référer. On trouve même dans cette tradition des allusions plus concrètes telles que celle-ci, où l'on constate toutefois des interférences avec des faits correspondant à des bouleversements ultérieurs. Les piliers du ciel furent brisés. La terre trembla sur ses bases. Au septentrion, les cieux descendirent toujours plus bas. Le soleil, la lune et les étoiles changèrent leur cours, c'est-à-dire que leur cours parut changer du fait de la déclinaison survenue. La terre s'ouvrit et les eaux renfermées dans son sein firent irruption et inondèrent les différents pays. L'homme était révolté contre le ciel et l'univers tomba dans le désordre. Le soleil s'obscurcit. Les planètes changèrent leur cours, selon la perspective déjà indiquée, et la grande harmonie du ciel fut détruite. De toute façon, le gel et la nuit éternelle ne descendirent qu'à un moment déterminé sur la région polaire. L'émigration qui en résulta marqua la fin du premier cycle et l'ouverture du second, le début de la seconde grande ère, le cycle atlantique.
Des textes aryens de l'Inde, comme les Védas et le Mahabharata, conservent le souvenir de la région arctique sous forme d'allusions astronomiques et de calendriers, qui ne sont compréhensibles que par rapport à cette région. Dans la tradition hindoue, le mot Dvipa, qui signifie textuellement continent insulaire, est souvent employé en réalité pour désigner différents cycles par transposition temporelle d'une notion spatiale, cycle, île, etc. Or, on trouve dans la doctrine des Dvipas des références significatives au centre arctique, qui se trouvent mélangées toutefois avec d'autres données. La Shvetadvipa, ou île de la splendeur, que nous avons déjà mentionnée, est localisée dans l'extrême septentrion, et l'on parle souvent des Uttarakura comme d'une race originaire du nord. Mais le Shvetadvipa, de même que le Kura, font partie du Jambudvipa, c'est-à-dire du continent insulaire polaire, qui est le premier des différentes Dvipas, et en même temps leur centre commun. Son souvenir se mêle à celui du Sakadvipa, situé dans la mer Blanche ou mer de lait, c'est-à-dire dans la mer Arctique. Il ne s'y serait pas produit de déviation par rapport à la norme ni à la loi d'en haut. 4 castes correspond à celle dont nous avons déjà parlé, y vénérèrent Vishnu sous sa forme solaire, qui l'apparente à l'Apollon l'hyperboréen. Selon le Kurma Purana, le siège de ce Vishnu solaire, ayant pour signe la croix polaire, c'est-à-dire la croix gammée ou svastika, coïncide elle aussi avec le Shvetadvipa, dont on dit dans le Padma Purana qu'au-delà de tout ce qui est peur et agitation samsarique, il est la résidence des grands ascètes, Mahayogis, et des fils de Brahman, équivalent des hommes transcendants habitant dans le nord, dont il est question dans la tradition chinoise. Ils vivent près de Hari, qui est Vishnu, représenté comme le blond ou le doré, et près d'un trône symbolique soutenu par des lions resplendissants comme le soleil et rayonnants comme le feu. Ce sont des variantes du thème de la terre du soleil. Sur le plan doctrinal, on trouve un écho de ce thème dans le fait déjà mentionné que la voie du Devayana, qui, contrairement à celle du retour au man ou aux mers, conduit à l'immortalité solaire et aux états super-individuels de l'être, fut appelée la voie du Nord. En sanskrit, Nord, Uttara, signifie également la région la plus élevée ou suprême, et l'on appelle Uttarayana chemin septentrional, le parcours du soleil entre les solstices d'hiver et d'été, qui est précisément une voie ascendante. Des souvenirs encore plus précis se conservèrent chez les Aryens de l'Iran. La terre originelle des Aryens, créée par le dieu de lumière, la terre où se trouve la gloire, où symboliquement serait né aussi Zarathustra, où le roi solaire Ima aurait rencontré Ahura Mazda, est une terre de l'extrême septentrion. Et l'on garde le souvenir précis de la congélation. La tradition rapporte que Yima fut averti de l'approche d'hiver fatal et qu'à l'instigation du dieu des ténèbres surgit contre l'Aryanem Vaejo, le serpent de l'hiver. Alors, il y eut 10 mois d'hiver et 2 d'été. Il eut le froid pour les eaux, le froid pour la terre, le froid pour la végétation. L'hiver s'y abattit avec ses pires calamités. 10 mois d'hiver et 2 d'été, c'est le climat de l'Arctique. La tradition nordico-scandinave, de caractère fragmentaire, présente divers témoignages confusément mêlés, où l'on peut néanmoins trouver la trace de souvenirs analogues. L'Asgard, la résidence d'or primordiale des As, est localisée dans le Midgard, la terre du milieu. Cette terre mythique fut identifiée à son tour soit au Gardarik, qui est une région presque arctique, soit l'île verte ou terre verte, qui, bien qu'elle figure dans la cosmologie comme la première terre sortie de l'abîme Ginnungagap, n'est peut-être pas sans rapport avec le Groenland, le Grunnesland. Le Groenland, comme son nom même paraît l'indiquer, semble avoir présenté jusqu'au temps des Goths une riche végétation et ne pas avoir été encore atteint par la congélation. Jusqu'au début du Moyen-Âge, l'idée subsista que la région du Nord avait été le berceau de certaines races et de certains peuples. D'autre part, les récits édiques relatifs à la lutte des dieux contre le destin, Roc, qui finit par frapper leur terre,
récits dans lesquels des souvenirs du passé interférèrent avec des thèmes apocalyptiques, peuvent être considérés comme des échos du déclin du premier cycle. Or, on retrouve ici, comme dans le Vendidad, le thème d'un terrible hiver. Au déchaînement des natures élémentaires s'ajoute l'obscurcissement du soleil. Le Gylfaginning parle de l'épouvantable hiver qui précède la fin, de la tempête de neige qui empêche de jouir des bienfaits du soleil. La mer se lève en tempête et engloutit la terre. L'air devient glacial et le vent accumule des masses de neige. Dans la tradition chinoise, la région nordique, le pays des hommes transcendants, s'identifie souvent au pays de la race aux os mous. À propos d'un empereur de la première dynastie, il est question d'une contrée située au nord de la mer du Nord, illimitée, sans intempéries, avec une montagne et une fontaine symboliques, contrée appelée Extrême Nord, et que Mu, autre type impérial, quitta avec beaucoup de regrets. Le Tibet conserve pareillement le souvenir de Chang Shambhala, la mystique cité du Nord. La cité de la paix, présentée également comme une île où, de même que Zarathustra de l'Arianem Vaejo serait né, le héros Guézar. Et les maîtres des traditions initiatiques tibétaines disent que les chemins du Nord conduisent le yogi vers la grande libération. En Amérique, la tradition constante relative aux origines, tradition qu'on retrouve jusqu'au Pacifique et la région des Grands Lacs, parle de la terre sacrée du Nord lointain, située près des grandes eaux, d'où seraient venus les ancêtres des Nahuas, des Toltecs et des Aztèques. Ainsi que nous l'avons dit, le nom d'Aztlan, qui désigne le plus communément cette terre, implique aussi, comme le Shvetadvipa hindou, l'idée de blancheur, de terre blanche. Or, les traditions nordiques gardent le souvenir d'une terre habitée par des races gaéliques, voisines du golfe du Saint-Laurent, appelée Grande Irlande, ou Vitramaland, c'est-à-dire pays des hommes blancs, et les noms de Wabaniki et Abenikis que les indigènes portent dans ces régions viennent de Wabeya qui signifie blanc. Certaines légendes de l'Amérique centrale mentionnent 4 ancêtres primordiaux de la race Quiché qui cherchent à atteindre Tula, la région de la lumière. Mais ils n'y trouvent que le gel, le soleil n'y apparaît pas. Alors ils se séparent et passent dans le pays des Quichés. C'est Tula ou Tulan, patrie d'origine des Toltecs qui en tirèrent probablement leur nom, et appelèrent également Tola, le centre de l'empire qu'ils fondèrent plus tard sur le plateau du Mexique, représentait aussi la terre du soleil. Celle-ci, il est vrai, est parfois localisée à l'est de l'Amérique, c'est-à-dire dans l'Atlantique, mais cela est vraisemblablement dû au souvenir d'un siège ultérieur, auquel correspond peut-être plus particulièrement l'Aztlan, qui reprit pendant un certain temps la fonction de la Tula primordiale lorsque le gel se mit à régner et que le soleil disparut. Tula correspond manifestement à la Tulée des Grecs, bien que ce nom, pour des raisons d'analogie, ait servi à désigner également d'autres régions. Selon les traditions gréco-romaines, Tulée se serait trouvée dans la mer qui porte précisément le nom du dieu de l'âge d'or, Mar Chronium, et correspond à la partie septentrionale de l'Atlantique. C'est dans cette même région que des traditions plus tardives situèrent les îles qui, sur le plan du symbolisme et de la suprahistoire, devinrent les îles fortunées, les îles des immortels, ou l'île perdue, qui, ainsi que l'écrivait Honorius Augusto Dumanzis du XIIe siècle, se cache à la vue des hommes, est parfois découverte par hasard, mais devient introuvable dès qu'on la cherche. Tulée se confond donc soit avec le pays légendaire des Hyperboréens, situé dans l'extrême nord, d'où les souches achéennes originelles apportèrent l'Apollon delphique, soit avec l'île Ogigi, nombril de la mer, qui se trouvait loin dans le vaste océan, et que Plutarque situe en effet au nord de la Grande-Bretagne. Près du lieu arctique où demeure encore plongé dans le sommeil Chronos, le roi de l'âge d'or, où le soleil ne disparaît qu'1 heure par jour pendant tout un mois, et où les ténèbres durant cette unique heure ne sont pas épaisses, mais ressemblent à un crépuscule, exactement comme dans l'Arctique. La notion confuse de la nuit claire du Nord contribua d'ailleurs à faire concevoir la terre des Hyperboréens comme un lieu de lumière sans fin,
dépourvu de ténèbres. Cette représentation et ce souvenir furent si vifs qu'il en substitua un écho jusque dans la romanité tardive. La terre primordiale ayant été assimilée à la Grande-Bretagne, on dit que Constance Chlore s'avança jusque-là avec ses légions, moins pour y cueillir les lauriers de la gloire militaire que pour atteindre la terre plus voisine du ciel et plus sacrée, pour pouvoir compléter le père des dieux, c'est-à-dire Chronos, et pour jouir d'un jour presque sans nuit, c'est-à-dire pour anticiper ainsi sur la possession de la lumière éternelle propre aux apothéoses impériales. Et même lorsque l'âge d'or se projeta dans l'avenir comme l'espérance d'un nouveau séculum, les réapparitions du symbole nordique ne manquèrent pas. C'est du nord, ab extremis finibus place septentrionalis, qu'il faudra attendre, par exemple, selon Lactance, le prince puissant qui rétablira la justice après la chute de Rome. C'est dans le nord que renaîtra le héros tibétain, le mystique et invincible Guésar, pour établir un règne de justice et exterminer les usurpateurs. C'est à Shambhala, ville sacrée du Nord, que naîtra le Kalki Avatara, celui qui mettra fin à l'âge sombre. C'est l'Apollon hyperboréen, selon Virgile, qui inaugurera un nouvel âge de l'or et des héros sous le signe de Rome, et l'on pourrait multiplier les exemples. Ayant précisé ces points essentiels, nous ne reviendrons pas sur cette manifestation de la loi de solidarité entre cause physique et cause spirituelle, dans un domaine où l'on peut pressentir le lien intime unissant ce qui, au sens le plus large, peut s'appeler chute, à savoir la déviation d'une race absolument primordiale, et la déclinaison physique de l'axe de la Terre, facteur de changement climatique et de catastrophes périodiques pour des continents. Nous observerons seulement que c'est depuis que la région polaire est devenue déserte qu'on peut constater cette altération et cette disparition progressive de la tradition originelle qui devait aboutir à l'âge de fer ou âge obscur, Kali Yuga, ou âge du loup, et à la limite au temps moderne proprement dit.